Une parade au sous-sol. Vous n'y êtes pas du tout. Mais alors là, pas du tout, mon bon monsieur. Et d'abord, quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. Ah bah si c'est pas la fleur de l'âge, ça, vous n'allez pas me faire croire à moi que vous êtes incapable de créer l'incandescence avec une paire de rostres d'espadon non plus, hein? Ni même une toute petite fébrile. Un grand gaillard plein de ressources comme vous, allez, vous en avez tout le potentiel, ou c'est moi qui dois passer sur le divan. Du tiroir, il avait tiré une sacoche farcie de ses poissons et déposée à sa gauche en contrebas sur la table d'appoint. Le fumet empestait dans la pièce entière, comme un raban de cul de chalutier à la nuit tombée. Ceux-là que vous voyez datent de 3 jours. Ça cassa le rythme. Sa mine interviewée mal à l'aise. Et le boss lui renchérit par surprise. Vous croyez en vous, au moins? Bah, c'est que je suis pas vraiment un grand pêcheur, moi. J'ai même jamais vu un poisson vivant remonter la rivière de toute ma vie. Moi, mon élément, c'est le paysage citadin. Style tour et parc en béton. Ouais, vous êtes pétri de mauvaise volonté, voilà le souci. Allez, je vous donne 24 heures à compter de cette seconde. Et il regarda son gousset. Top, c'est parti. Rendez-vous au prochain 13h27. Avec force, il frappa le cachet sur le dossier refermé du jeune homme. Corentin agita son œil de plomb de borgne sous sa paupière, comme quand il est très ému. Fallait le ménager, le fonctionnaire, pour grappiller les miettes tombées de son trône. Il avait un titre, responsable des nouvelles initiatives de l'administration publique, les NIAP, et il avait tout pouvoir dans son office. C'était en filigrane de son discours. Corentin l'avait assimilé. Un lourd silence s'ensuivit. Il dévisageait le grand boss, le regard vide et les bras ballants, innocents. Eh ben quoi? Vous êtes encore là? Filez! Mais filez, je te dis! L'horloge fait déjà tic-tac, tic-tac. Corentin s'attardait trop à remballer ses affaires. Le boss perdit patience et lança un sifflement strident de sa langue contre ses dents. Et 2 molosses en costard noir à la dégaine agressive entrèrent aussitôt, l'empoignèrent, le jetèrent au sol du trottoir, lui administrèrent une bonne série de coups de pied sous la pluie et lui crachèrent dessus pour terminer. Raclure, pour rien. Corentin pleura, mais cela ne se vit pas. Il alla se planquer sous le bitume, dans une station de métro bruxellois, à l'abri du temps, un temps. Cette jarre béante, c'étaient les galeries souterraines de la porte de Namur. Pas différentes des autres. Elles avaient ces petites échoppes, ces néons en haut, ces tapis de caoutchouc pastillés en bas. Le vent en avait profité pour descendre avec lui. Il sait se faufiler, l'ingrat, songea Corentin. Il se réfugia au-delà des portiques électroniques en fraude, faute d'un sou en poche. S'installa derrière un pilier, près des escalators. Là, il faisait moins froid. La chaufferie tournait à plein pot. Ça lui séchait les cheveux et le visage. Il se moucha dans sa manche et... Eh, pépère, bien ou bien? Tu m'as l'air carrément triste, toi. Tu n'as besoin de rien? L'accosta un gitan qui avait un accordéon démodé sur les bras. Bof, oh non, vous ne pourriez pas m'aider. Raconte-moi toujours, amigo. Quel est ton stut? Dit l'homme en s'avançant. Il était petit de taille, avait le teint rougeau et les doigts noirs et puants d'usure d'avoir trop joué. Est-ce que vous connaissez un endroit où pincer l'espador rapido presto? Dans les mers tropicales, oui, mais pas ici, mon petit. On vendrait pas des marlins au port de Zeebrugge? Qu'est-ce que c'est que ce pari déjanté? Ha, là, t'es marrant, amigo. Et il commença à chantonner sous les ponts de Paris d'Anvers. Il me faut 2 rostres pour produire une étincelle. C'est la rançon de mon inclusion dans le système professionnel de là-haut, de la société. Oh, même si tu les obtenais, tes rostres, t'en ferais pas pour autant des étincelles, tu sais. Pour ça, il te faut des espadons spécifiques, de ceux aux pointes stoïques qui ne plient pas. Au marché aux puces, t'en trouveras pas non plus. Ces bêtes-là se planquent au milieu de l'océan. Faut plonger à 1000 mètres pour les choper. Et c'est pas tout. En plus, faudrait que chacune des rostres n'ait jamais touché une autre. Sans quoi, tu serais bon pour en chercher de nouvelles. Ouais. Elles ne produisent qu'une seule étincelle par vie d'espadon, les rostres. Après, terminé. Il te faut donc des espadons puceaux,
Et asociaux, des ermites. Et vous n'avez rien qui y ressemble, à tout hasard? Tout ce que j'ai, tu le vois. Un vieil accordéon pour jouer et un autre d'avant-guerre tout décoffré qui me sert d'armoire à effet personnel. Où? Par là. Pas le genre de truc qui me manque, quoi. Oh si, peut-être bien que si. Je pourrais en arracher 2 hanches de celui-là. Crois-moi qu'avec ça, les étincelles se répéteront comme des claquements de doigts. Avec la dose de précision adéquate, bien sûr, hein. Et sans brusquerie. Alors la lueur naîtra sans labeur, d'un contact. Paf! La loi des séries, mon petit. Ce serait magnifique. Et Corentin se redressa dans un élan d'optimisme. On peut essayer? Il constata l'aspect chétif et peu convenant du gitan, son visage stoïque dans la lumière. Il le suivit malgré tout. Elles sont courtes. N'oublie pas de préciser qu'il s'agit de rostres de nouveau-nés pour que ça passe. Qui sait, si c'est pas un expert, ton gars, là, j'y veillerai. Corentin prit congé de cette courtoise compagnie salvatrice pour aller insuffler sur le quai le tant désiré choc étincelant. Il serra fort les 2 bouts d'accordéon comme une amulette, souffla dans son poing pour éloigner les maléfices. Il frotta les objets, et ainsi de suite. Puis l'heure de pointe se fit venir, et les bousculades indissociables. La foule le percutait de tous les côtés, sans lui prêter ni aide ni attention. Les yeux sur les écrans des téléphones portables. Aucune tête de cette énorme trombe n'aurait pu distinguer le sexe de la personne précédente. Corentin, il s'en foutait pas mal. Il ne sentait pas grand-chose. Lui aussi avait la tête dans le guidon, fixée sur ses bouts de métal. D'épaule en épaule jetée, il se mit à voguer de fil en aiguille sur la plate-forme jusqu'à être essoufflé du trop-plein de secousses. Là, il s'installa sur un siège. Il ne sortait rien d'autre que des cling-cling au fil du temps écoulé, sans la moindre distinction d'un effet de lumière. Eh merde, hein. Ça fonctionnera jamais ce truc. Il jeta très énervé les hanches, et le gitan revint, la bourse remplie de ses allées-venues à travers le réseau ferré souterrain de la ville. Il ne fut pas sourd aux complaintes du jeune solitaire. Eh petit, viens voir ici, que je te présente quelqu'un qui pourrait te venir en aide. Puisqu'il n'avait plus rien d'autre à glander, Corentin rappliqua. Et là, que ne fut-il ébahi quand il la vit, droite, les longs cheveux noirs glissant à son imposante poitrine corsetée, les épaules proportionnées sur lesquelles se posait un visage gracieux et le regard profond comme pas deux, la stature courbée, féminine et radieuse, et les hanches larges avec ça, le teint vif. C'est certain, elle était belle. Ça valait le coup d'avoir été rejeté du bureau des Niapes, qu'il se dit en voix off Corentin. Ça faisait une éclaircie. Il ravala sa salive et, en bègue, intimidé, salua la bohémienne. C'est ma nièce, dit le vieux. Florentina. Elle tendit la joue à celui qu'elle ne connaissait pas. Lui, il était poli, il lui retourna une bise. Ah, elle paraissait avoir apprécié son genre, puisqu'elle sourit et le prit par la main pour aller voir ailleurs si on pouvait y faire des étincelles et régler ce casse-tête. Viens, en bas on sera plus tranquille qu'autour de ces fêtards et ces rejetons. Elle entra dans le grand ascenseur pour handicapés et femmes engrossées. Il maîtrisait les us de la galanterie. Il lui tint la porte. Les charmes de Florentina l'imprégnèrent à son passage furtif, et la porte se referma sur la cabine. Tu fais quoi dans la vie? Je veux dire, au jour le jour, osa-t-elle curieuse. Disons que je fuis l'exclusion du monde. Je vivote partout et je graille où je peux grailler. Aujourd'hui, je tente de bricoler de la lumière par l'espadon. Mais demain, qui sait? Si j'échoue, je m'en irai planter des orangers en Irlande, ou vendre des olives où on n'en trouve pas. Florentina rit. Elle dévoila son épaule et son balcon et se rapprocha intime. Lui, il était désemparé, il pensait toujours à travailler. Elle s'approcha encore, tout près, si près qu'il ressentit son souffle dans sa chair. Et les... Elle gardait ce rictus qui le déstabilisait. Et les... rostres, bégaya-t-il. Et sans le lâcher des yeux, elle posa les mains sur lui. Maintenant il sentait la chaleur du corps de Florentina pleinement. Ça lui procura de la confiance. Il fit fi des hanches et lui agrippa le bassin. Elle glissa le drap sur la cabine, comme on fait en prison.
L'amour s'ensuivit, joyeusement, dignement. Il n'avait pas fait pareil périple physique depuis un bail, Corentin. C'est que la misère sociale entraîne la misère des alcôves. Elle plaquait son collier de perles contre son corps pour éviter d'ébruiter l'instant. En vain. On frappa sur la porte vitrée en hurlant des injures à ne pas reproduire. Florentina, dévêtue, retira le voile. Elle avait reconnu la voix de l'oncle. Elle passa les yeux au dehors. Il était rouge écarlate de colère et de haine. La débâcle était imminente pour le couple. Ils étaient faits. Elle débloqua la machine après que chacun fut rhabillé, plus ou moins. Et l'homme pénétra sans manière et gifla la jeune fille. « Petite dévergondée des bas-fonds, tu déshonores tes valeurs, tu nous fais honte. Demain, t'iras voir le père André, pour qu'il t'arrange, tiens. » Elle se morfondit dans ses nattes. Il lui pressa le bras avec vigueur en vue de continuer sa trempe hors spectacle. « Hé, ne la touchez pas !» cria ferme Corentin, à présent pris d'un sentiment pour elle. Le gitan fit silence, et il le cogna d'une poigne chirurgicale. Son œil factice fut délogé de l'orbite, tomba. « Toi, tu dégages hors de ma station. Allez, House, tu vas poser tes griffes dans les boîtes de nuit si ça te prend, mais plus sur ma nièce. Je sors !» Il l'éjecta de l'ascenseur. Il lui botta le cul jusqu'à ne plus pouvoir l'atteindre. « Fous le camp, je t'ai dit. Bon à rien. Je veux plus voir ta sale tronche parader par chez moi, t'entends ? Ou tu verras ce que c'est qu'une fosse au lion. » Corentin palpait ses échymoses en boitant, replaçait sa bille fêlée au creux de l'œil en arrangeant ses savates délacées et son pull à remettre à l'endroit. Il n'avait nulle part où crécher. Il s'affala sur le bitume marbré de la galerie commerciale du quartier, le City 2. Une vraie deuxième ville, oui. Un concentré du dehors. Des clochards le bousculèrent, le molestèrent et voulurent le dépouiller de ses biens. Les gars déchantèrent vite. Il avait rien à offrir, hélas. Pas même à eux, et ce malgré son veston des bonnes places. « C'est quoi ça? Les clés de ta baraque ?» demanda l'un d'eux en se grattant la barbe. « Non, ce sont des rostres. »« Elles sont pas commodes ?» Et il alla vagabonder ailleurs. Les premiers passants lui annoncèrent le bout de la nuit par leur bruit de bottes. Et Corentin fut réveillé brusquement d'un coup de talon à l'abdomen. « C'est l'entretien, mon garçon. Va donc roupiller à distance. » Debout, il fit la ronde des stores et de toutes les breloques à vendre ici ou là derrière les vitrines. Puis le rebours du rendez-vous sonna. 13h27. Corentin présenta ce qu'il avait à présenter. C'eût dû être fait avec maîtrise, car il fut conquis dans l'immédiat, le responsable des niapes, par la trouvaille ingénieuse de Corentin. « Vous savez répéter la manœuvre, qui plus est. »« Ouais. » L'initiation de Florentina payait. L'homme tira le rideau noir derrière lui, montrant un grand écran de télé allumé. Un film sur la vie de rêve des découvreurs de grandes choses lui fut déroulé, à grands coups de témoignages emphatiques d'inventeurs du passé. Alléchant, n'est-il pas? Eh bien, monsieur, votre invention incandescente va vous porter là-haut. Oui. Vous devez trouver un nom à vos rostres, et vite. Pour la propriété intellectuelle. Ah! Avoir pu les enrober de fer, quel génie! Et qui sait si ces gens-là ne seront pas vos voisins? Pire, vos valets. Elle est derrière vous, la vie de rue. Oubliez-la à tout jamais. Ah! J'ai bien fait de vous secouer, ma. Corentin fut raccompagné en grande pompe par le boss en personne. Les deux gardiens robustes lui ouvrirent les portes jusqu'à la sortie, et l'un d'eux l'invita pour un tour à l'hôtel Ritz, à bord d'une Mercedes haut de gamme, dans lequel la nuit lui était offerte. Il lui fut amené des femmes, aux mœurs légères, à la chambre, accompagnées de flûtes de champagne et d'objets érotiques. Il avait des étoiles dans l'œil. Il n'y croyait pas d'avoir tant de plaisir en concentré. Mais Corentin était empêtré toutefois, indélicatement mis par un accord avec le boss. Il lui avait fait signer une gage préalable incombant de lui rétribuer le tiers des bénéfices que ces rostres métalliques allaient engendrer dans le commerce de l'énergie écologique. Prisonnier. Tout ce luxe et ce lucre devaient se payer. Le lendemain à l'aube, on fit sortir les filles et on vint le chercher pour le premier rendez-vous. Il arborait un costard 3 pièces, comme il n'en avait jamais mis. Ça lui avait été apporté à domicile, à l'image du reste. Et il en perdait les notions de danger de la vie de pauvre. Dehors, on lui ouvrit la portière. « Nous vous emmenons au prothésiste oculaire, monsieur. »
Lui aussi est à la pointure de son domaine. Il ne fabrique qu'en cristal. Une voix sur le contrebas retentit entre les cancans de la presse et de la foule qui prétendait le connaître depuis l'éternité. Corentin. Il s'arrêta, inspecta le champ. Pas de suite. Peut-être un coup de vent. Et il se courbait pour pénétrer dans la voiture que la voix se fit à nouveau entendre. Corentin. Là, c'était elle, pas de doute. Il se redressa, la chercha parmi les visages, dérouté. Ça va bien, monsieur s'enquérit un journaliste à l'affût. Corentin ne répondit rien, trop concentré. Enfin, il l'aperçut, au derrière de quelques rangées, une valise à ses pieds. Elle lui esquissa un clin d'œil, comme la veille. Il courut vers sa bohémienne. Les journalistes commentaient en live, les hommes de la sécurité frayaient un passage sans comprendre. Il la prit dans ses bras, l'embrassa avec passion. Elle dans ses bras à lui. Ils allèrent sur le trottoir d'en face. « J'ai laissé mon oncle, dit-elle. » Il sourit instinctivement. « Je pars travailler dans une maison close, en tant que femme de ménage, qu'il était écrit sur l'annonce. Oh, je pourrais toujours chanter là-bas, ça m'aidera. Et puis il y a ce dont m'a parlé la dame, l'ancienne hôtesse reconvertie en aide ménagère. Elle me l'a répété 3 fois. Si j'ai la tchatche et un décolleté bien fendu, les clients m'offriront une pièce de leur bon gré, cadeau, et avec le sourire. » Sa moue avait changé. « Allons dans le métro. Ce n'est pas la peine. » Il retira son veston, le lui plaça sur les épaules. Attristé, révolté, résolu. « Tu as chaud ?» demanda-t-il dans la foulée. Et sans attendre la réponse, elle le vit faire un signe. « Hep, taxi !» Florentina comprit vite que le plan que Corentin lui proposait, lorsqu'il tendit le bras dans sa direction. Elle leva sa longue jupe noire aux arabesques, s'installa à l'intérieur, puis lui, et ils goûtèrent le confort apaisé. « Où ?» dit le chauffeur. « Au bout du monde !» lança-t-elle, amusée et heureuse, assise sur le siège en cuir. Corentin toisa une dernière fois la foule hébétée par la vitre arrière, puis plongea dans les yeux de Florentina. Il effleura sa main doucement, se laissa bercer par le roulement léger des pneus sur le macadam. Il avait gardé les rostres. La fortune se vivrait en d'autres matins. Là-bas, plus loin, sur un bord de route.